de me faire remarquer. Bon, je me présente, je suis Alain Lecœur, je suis cofondateur des Verts et pendant plusieurs années responsable de la commission transnationale des Verts. Alors, sur la dernière réponse, moi je porte une partie à la question, je me porte une question, pourquoi l'écologie politique ne s'est pas intéressée à la question militaire? Là, je vous dis trois raisons. En premier, on a plutôt zappé vers la non-violence, on dit, on était très attaché à ça. Deuxièmement, on était anti-nucléaire. Donc le fait d'être anti-nucléaire par rapport à maintenant, apparemment, les Verts, je ne sais plus chez les Verts, acceptent le nucléaire, permet de redébattre de stratégie, mais à partir du moment où on est anti-nucléaire, on ne veut pas de la bombe, c'était bien comme position, mais en fait ça empêchait d'avoir une véritable positionnement, de développer une stratégie écologique au sein de l'armée, parce que ça faisait un blocage tout de suite. Et la troisième raison qui est souvent la plus importante, c'est parce que les Verts sont devenus au fil des ans une organisation électorale qui voulait une alliance avec le PS, et que si on veut une alliance avec le PS, Chevènement était clair, tu fermes ta gueule ou tu démissionnes. Donc ça veut dire que les programmes des Verts, moi je me suis battu pendant des années pour remettre une couche sur la question militaire et sur le truc, mais j'ai été balancé à chaque fois parce qu'on m'a dit ça le coût des voix et ça empêche l'alliance avec le PS. Dans la mesure où les Verts, quand même, ont été en position dominante sur le champ de l'écologie politique pendant plusieurs années, même s'il y avait d'autres écologistes qui avaient d'autres opinions mais qui n'étaient pas exprimées, ça explique, à mon sens, faisant ce que tu veux, la raison pour laquelle l'écologie politique en France ne s'est pas penchée sur le. Mais simplement, ça c'est une réponse directe, simplement, je voudrais, c'est vrai que je n'étais pas tout à fait au début, là, mais il y a quelque chose qui me gêne, c'est d'un point de vue personnel, c'est la définition même du mot écologie. Et le glissement de l'écologie à l'environnement. Au départ, moi je suis, pour les jeunes, un ancien, et l'écologie politique, n'avait rien à faire avec l'environnement. Dans la campagne du monde, la charte du monde, la question environnementale arrive en 7e position. Alors pourquoi? Alors donc, moi je suis toujours un peu en balance, parce que quand je parle d'écologie, je parle d'une pensée écologique, comme alternative à la pensée économique, si tu veux, le contrat des dégâts de la pensée économique et de la pensée productiviste, progrès technique, progrès économique égale progrès social, avec les marxistes et les libéraux qui se battent sur ce contrat. Moi, je pense que la pensée écologiste est autre part. Donc, à partir du moment où on a été sur le champ électoral et que pour faire des voix, il fallait parler d'environnement pour avoir des voix, parce que si on parlait de pensée écologique comme électeur, on avait 0 voix. Donc, au fil des ans, pour le bonheur de toutes les puissances dominantes, les écologistes se sont axés sur l'environnement. Et à mon sens, ça n'a pas grand-chose. L'environnement et l'écologie, ça peut. On peut s'occuper de l'environnement. Il y a des gens qui. Je vais choquer tout le monde, mais je trouve que Veolia a fait beaucoup plus pour la défense de l'environnement en France que les Verts. Parce que là, concrètement. C'est un autre débat. Concrètement, il y a des choses de fait. On était un peu pas d'accord, mais c'est comme ça que ça se passe. Et alors, je voudrais aussi, parce que je n'ai pas parlé avec Ben avant, mais je n'ai pas lu courtement ce livre parce que je suis dans une situation où je suis en français, je suis un peu autre part. Mais je crois qu'il faut quand même lier la question justement de la guerre, de l'administration et de l'écologie au productivisme. Il y a eu un. Quand vous dites que non, la protection des ressources, c'est signe de question environnementale, moi je ne crois pas. Faire la guerre pour protéger les ressources, je veux dire, ça remonte depuis l'Antiquité. C'est pas nouveau. Mais ce qu'il y a de nouveau au XIXe siècle, c'est le passage avec le productivisme, que c'est devenu un point essentiel, et surtout, là je fais référence au livre de Carnot, La puissance motrice du feu, qui explique très bien que les technologies meurtrières comme la poudre, le truc et tout l'usage du feu, qui étaient réservés aux militaires dans le temps, sont entrés dans le champ du civil et sont devenus l'arme de l'industrie. Et donc les dégâts environnementaux sont autant liés à l'industrie que à la guerre proprement dite. Et d'ailleurs, Clausewitz est bien le théoricien de ça. Les stratégies proposées par Clausewitz, c'est bien, vous connaissez bien la phrase, le commerce n'est que la poursuite de la guerre une fois la paix réalisée. C'est-à-dire que
on voit bien qu'avec le productivisme du XIIe siècle, l'idée de compétition est entrée dans la société. On pourrait citer Virilio aussi, la question des retraites. Et donc le problème, pour moi en tant qu'écologiste, au sens pensée écologiste, le problème, bon, il y a le problème des militaires et de la destruction de l'environnement, c'est vraiment un problème technique. Le vrai problème, c'est que tant qu'on sera une société où on est en compétition, où il faut être le premier, au sein de tout, au sein des associations, au sein des entreprises, au sein de toute structure, il faut se battre, il faut faire la guerre pour être le premier. Et que donc ce schéma mental est reproduit planétairement. Merci. D'autres remarques, questions? Oui, juste oui, Marianne. Deux petites choses. Je crois que, alors effectivement, peut-être qu'en France ou en Europe, il y a un certain retard par rapport à ça, mais comme vous l'avez signalé tous les deux, il y a effectivement aux États-Unis une réflexion assez importante sur ces questions-là, paradoxalement qui est née sous des gens qui étaient extrêmement climato-sceptiques, comme on dit, c'est-à-dire sous l'ère Bush, hein, qui est vraiment qui n'est pas vraiment un écolo, mais tout simplement pour des raisons pragmatiques, hein, très américaines, pragmatiques. Elles sont nées notamment pendant la guerre d'Irak pour des raisons très simples. Hein. C'est que, donc à un moment donné, on a à peu près 200 000 à 300 000 soldats américains en Irak qui vivent donc dans d'immenses bases où il y a notamment toute la clim, etc. C'est-à-dire presque un American way of life adapté à l'armée. Or, évidemment, la clim et les choses comme ça sont alimentées par d'énormes ressources donc de pétrole, hein, d'énergie qui arrivent tous les jours et qui arrivent par d'énormes convois. Et c'est le cas également en Afghanistan. Or, très rapidement, dans le moment de la guerre en Irak, évidemment, les Al-Qaïda, mais aussi les autres, etc., vont s'apercevoir que ces convois sont une cible absolument toute trouvée pour les dézinguer. Et il faut savoir que 85% des pertes américaines en Irak sont dues à ce qu'on appelle les IED, c'est-à-dire Improvised Explosive Device, engins explosifs improvisés, qui sont en fait pas du tout improvisés, mais qui sont en tout cas des choses manuelles placées. Et donc évidemment, les convois deviennent les cibles des bombes. Donc tout simplement pragmatiquement, les types commencent à se poser le problème de réduire le nombre de convois, tout simplement, et c'est-à-dire de commencer à développer en fait des bases entre nous, des bases vertes en développant bon, le solaire, etc. Donc c'est né de quelque chose d'extrêmement pragmatique, tout simplement parce qu'au bout d'un moment, il y avait un vrai problème qui était que les types n'étaient pas, bon c'est des militaires donc ils ne vont pas refuser mais ils savaient qu'un convoi militaire comme ça avait une chance sur deux qu'il y ait effectivement une explosion et donc des pertes. Donc ça naît de là, et effectivement à partir de là, ça naît aussi de cette idée que la raréfaction des ressources va être une source de guerre, et en même temps à la fois donc source de guerre, et en même temps ces guerres vont elles-mêmes vont provoquer des dégâts environnementaux. Alors, on a par exemple, mais il n'y a pas d'automaticité en tout cas pour l'instant. Je vais prendre un exemple, vous avez dû tous lire il y a quelques jours de ça, ou une quinzaine de jours, un rapport qui a été fait sur la guerre en Syrie, sur notamment le rôle des sécheresses à répétition qui aurait provoqué l'exode rural, etc. Et donc, en fait, la guerre en Syrie. Alors, à mon avis, ce genre de raisonnement est vrai et faux à la fois. C'est-à-dire, ce qui est vrai, c'est que les sécheresses ont effectivement, il y a eu plusieurs années de sécheresses extrêmement dures dans toute la région, qui ont provoqué un appauvrissement de ces populations, qui ont donc fui vers les villes où il y avait plus de chances de trouver. Mais ce qui a enclenché la révolte, c'est pas tant en fait les sécheresses, mais c'est la réponse qu'a donnée, ou plutôt la non-réponse qu'a donnée le pouvoir à ces gens-là. C'est-à-dire que le fait que le clan Bachar el-Assad ait rapté absolument toutes les ressources et n'ait pas répondu même de façon élémentaire hein, aux besoins essentiels, a fait que ça a déclenché la révolte syrienne en 2011, etc. Donc vous voyez qu'on a en fait, au départ, c'est pas uniquement la seule cause, hein, et ça, faut pas avoir aussi de mécanisme, il y a aussi des problèmes politiques intrinsèques. Et même cette non-réponse, c'est une question politique, hein, c'est pas uniquement une question environnementale. Mais on voit assez bien, à travers cet exemple, comment à une question environnementale va se greffer un problème politique qui va, après, par la réponse,
enclenché. La deuxième, toujours sur la Syrie, il y a eu une énorme tempête de sable, monstrueuse, il y a début septembre. C'était juste la veille où les Français avaient décidé qu'ils allaient bombarder la Syrie, manque de bol, énorme tempête de sable. Et il y a des rapports de scientifiques israéliens qui disent que la tempête, elle est inhabituelle pour la saison, et surtout dans sa force, elle était absolument monstrueuse. Ils disent que c'est directement lié au bombardement massif qu'a subi la Syrie, avec l'érosion des terres arables, etc., qui, se surajoutant donc aux sécheresses, fait que ça a provoqué cette espèce de catastrophe. Donc on voit assez bien ici comment en fait, on a à la fois donc, des facteurs climatiques qui peut-être en eux-mêmes ne déclencheraient pas de conflits s'ils étaient correctement traités, correctement gérés, entre guillemets, mais comment ils vont après enclencher des choses comme ça. C'est juste pour ça, moi je vais... Bien. Je vais juste poser à mon tour une question en fondant sur ma réflexion. Je vais essayer de faire rencontrer ton bouquin avec un autre petit bouquin de Gunther Anders qui s'appelle Le temps de la faim. Le temps de la faim, c'est le temps dans lequel nous sommes entrés, c'est-à-dire le temps où la possibilité que l'humanité a de se détruire est arrivée. C'est-à-dire qu'à partir du moment, à partir de maintenant, à partir de 1945, en gros, à partir d'Hiroshima, Gunther Anders dit l'humanité a les possibilités de se détruire. Freud l'avait déjà dit en 1939. A les possibilités de se détruire, et effectivement, il compare cet événement comme un changement anthropologique de l'ampleur du décentrement de l'univers par Galilée. Hein, c'est-à-dire quelque chose qui change notre statut humain. Ça, c'est la première chose. Donc, dans ce temps de la faim, il est intimement lié au nucléaire. Il est intimement lié au nucléaire et au militaire, depuis le début. C'est-à-dire que ceux qui ont pu provoquer la faim volontairement, c'était les militaires, il y a déjà, en 1945, ça fait déjà un paquet de temps. Ensuite, deuxième question que pose Gunther Anders, et il lit à cette époque des gens qui réagissent sur la question nucléaire, il dit « ça serait un suicide de l'humanité ». Et il dit, comme si nous nous suiciderions. Et lui dit, mais c'est quoi ce suicide de l'humanité? Suicide, ça nécessite qu'il y ait une liberté de choix. Or, il y a peut-être quelques-uns qui ont la liberté d'appuyer sur le bouton, mais la majorité, non. Et il dit, est-ce qu'on peut comparer ceux qui ont lancé la bombe et ceux qui l'ont reçue, en disant que ceux qui l'ont reçue sont suicidés? Et donc, qui pose la question, qui sont les responsables? C'est-à-dire, il pose la question, il y a des responsables, il y a des coupables, et il y a des victimes. Et on ne peut pas les mettre sur le même plan. Et ça veut dire que donc, dans cette question climatique, dans cette question climatique et la question de l'ensemble des pollutions qui touchent la planète aujourd'hui, on a clairement des responsables qu'il faut désigner et qui sont nos adversaires. Parce que bien entendu, il est très difficile de se poser en adversaire d'une tempête de sable ou d'un tsunami ou de je ne sais quelle autre catastrophe. On est adversaire de quoi? Là, c'est la conséquence. Mais les responsables et ceux qui se trouvent là, c'est que quand même, dans l'époque actuelle, on se trouve à une chose, il y a ce nous qui n'est pas juste. Nous sommes responsables, nous, humanité, nous sommes responsables de ce qui arrive aujourd'hui. Nous, oui, certains très spécifiquement, et que la question qui se pose, c'est aussi la question de qui. Et à partir du moment où, je vais le dire comme ça, à partir du moment où effectivement on a évacué la question sociale, la question de la lutte de classe, eh bien, il paraît très logique qu'on n'arrive plus à désigner le responsable et qu'on n'arrive même plus à désigner les militaires comme étant responsables. Non pas les militaires en tant que militaires en soi, mais aussi les militaires dans ce qu'on pourrait appeler le complexe militaro-industriel. Parce que, effectivement, et la part de l'économie. Dernière réflexion, on parle de décroissance, mais
si on retirait du produit intérieur brut calculé chaque année les richesses produites qu'on appelle sous-marins, avions, chars, balles, etc. Enfin, tu dis que je ne sais pas combien, je crois qu'on produit combien 200, combien de milliards 20 milliards de balles par an, hein, déjà. Hein, je veux dire, bon, de quoi tuer l'humanité plusieurs fois. Je veux dire, bon, déjà, ça, c'est compté comme étant produisant de la richesse. Mais ça produit quelle richesse? En tout cas, pour le bénéfice de qui? Voilà. Donc là, c'est la question, c'est aussi pourquoi cette question-là de la décroissance militaire, pas de la vraie décroissance militaire, c'est-à-dire la démilitarisation, et pourquoi cette démilitarisation est impossible. Et je vais terminer par une note polémique. Il y a quelques mois, j'entends une histoire de vente de Rafale à l'Inde, et j'entends un dirigeant politique important de la gauche radicale, du front gauche, dire qu'il est tout à fait pour la vente de Rafale à l'Inde, etc. Et je me dis, mais étant donné que... Voilà, donc le point aveugle, il n'est pas simplement... il est aussi politique, il est aussi la décision politique. Qu'est-ce qui fait que M. Mélenchon puisse soutenir à ce moment-là cette vente d'armes, et qu'est-ce qui fait qu'on est incapable d'aborder la question de la démilitarisation en France et ailleurs? Ça fait beaucoup de questions tout ça, sur le social, sur... c'est vrai que quand on dépense, si on prend juste les opérations militaires contre Daesh, ça représente à peu près 9 millions de dollars par jour que le citoyen américain doit dépenser. Pour parler de la France, pour la France, on a calculé que ça fait à peu près, juste pour nos dépenses militaires, c'est 600 dollars par an par tête de pipe. Ça fait quand même pas mal. Et c'est très étonnant, effectivement, qu'il n'y a pas de vraie réflexion, notamment sur l'effet boomerang des différentes opérations militaires, avec ou sans Rafale. Je crois que je mentionne dans le bouquin Martin Luther King, qui explique très très bien, durant la guerre du Vietnam, quelles bombes cela va provoquer et qui vont nous retomber sur la figure, aux États-Unis même, en l'occurrence l'inflation, entre autres, et la misère. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on pourrait d'ailleurs non seulement philosopher, mais on a des chiffres. On a même des chiffres sur le nombre de SDF aux États-Unis, et on s'aperçoit qu'il y en a quand même un très grand nombre qui, justement, sont des drop-outs et qui sont des gens qui ont fait la guerre et qui se retrouvent SDF. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas squeezer cette question de notre propre implication, ni d'ailleurs de cette destruction des richesses que représente l'accaparement des finances dans ce secteur spécifique. De savoir s'il faut ou non justifier ces ventes d'armes, je crois que ça va beaucoup plus loin. Je crois que c'est du keynésianisme militaire sur lequel il faudrait effectivement s'interroger. Est-ce que c'est tout à fait normal que notre économie fonctionne et continue à survivre parce qu'elle dispose de contrats militaires à travers le monde? Au-delà de ça, et ça me permet de répondre à d'autres points, on réfléchit beaucoup sur la façon dont les militaires veulent déjà s'approprier ces nouveaux espaces
dans la mesure où c'est effectivement un long fleuve tranquille et qu'ils sont des experts du chaos. La question qu'on ne se pose pas et qui mérite aussi d'être posée, c'est qu'est-ce qui fait que nous, on s'est complètement désapproprié de nos propres moyens de défense? Qu'est-ce qui fait que cette question n'a pas été posée? Et elle n'a pas été posée, je crois, parce que, entre autres, on a eu des dirigeants qui, effectivement, se sont gargarisés de la force de frappe, parce que la force de frappe pouvait, justement, induire ce genre de passivité de la majorité d'entre nous. Et ça, je pense que ça fait partie des problèmes. Se réapproprier les moyens de défense, ça veut dire aussi demain, pour des ONG par exemple, de jouer leur rôle qu'elles n'ont pas joué en cas de catastrophes qui seraient des catastrophes humanitaires ou qui seraient des catastrophes écologiques. Ce débat, comme par hasard, n'est pas posé, mais il mérite d'être posé par chacun d'entre nous. Parce qu'il n'y a pas de raison. Si, enfin, il y a une raison. Je dirais que les militaires s'approprient justement ces nouveaux espaces parce que les civils ne s'en occupent pas. Et là, on a une grande responsabilité. Et c'est... Alors, ça me permet de revenir sur la question des militaires et de leurs responsabilités. Moi, j'ai l'illusion de croire, et ça rejoint ce que vous avez dit sur les failles du dispositif, c'est que les militaires eux-mêmes, les forces armées en général, et quel que soit, c'est pas seulement des brutes en marche, même si on a longtemps voulu les caricaturer comme ça, et ce sont des gens qui pourraient éventuellement comprendre que c'est aussi dans leur intérêt de pouvoir faire autre chose que ce qu'ils sont habitués à faire. C'est pas évident. Je suis d'accord avec vous, c'est pas évident, parce qu'on leur a pas appris de dire, bon, on ne va pas faire une intervention militaire parce que vous comprenez, l'empreinte carbone, elle est un peu trop supérieure à... Ça ne fait pas partie de leur discours. Et j'ai été voir encore récemment quelqu'un de haut placé au ministère de la Défense qui m'a dit « Monsieur Kramer, vous êtes bien gentil, mais enfin, nous, c'est pas notre boulot que de nous occuper de certaines de vos considérations, de vos exigences écologiques. On n'est pas là pour ça. » Ouais. À la limite, j'ai trouvé intéressant son côté cash. Mais ça ne nous empêche pas, nous aussi, d'imaginer les failles, justement, qu'il y a. On parlait des convois militaires tout à l'heure. C'est vrai que quand vous voyez le dispositif délirant qui doit se propager sur un théâtre d'opération, parce que quand il y a un seul avion, qui est un avion d'attaque qu'on appelle un avion de chasse parce que ça fait plus joli, quand on voit le nombre d'avions ravitailleurs qui doivent faire le boulot, là vous vous posez des vraies questions. Et vous avez raison de vous les poser. De même que quand vous avez un sous-marin nucléaire lanceur d'engins qui part, il y a tout un attirail qui va avec. Et ça fait partie du gaspillage. Ça fait partie du gaspillage, comme on dirait, d'un point de vue énergétique. Et c'est une question qui nous est renvoyée aussi, parce que comment on peut imaginer qu'il y ait une transition écologique, dont on parle beaucoup, transition écologique en matière d'énergie nucléaire, etc. Comment est-ce qu'on peut imaginer ça sans avoir un discours, au moins une réflexion sur ce qui est la transition d'un point de vue stratégique? Moi, je pense que ça va ensemble. Et je pense que c'est là où peut-être on peut réfléchir au-delà. Alors, je reviens sur l'affaire du désarmement en général. Là, on a tendance effectivement, on a eu tendance à privilégier la question nucléaire. Et on n'a peut-être pas tout à fait tort, parce que si on regarde le débat aujourd'hui sur l'Anthropocène, pas mal de scientifiques sont d'accord de remonter d'ailleurs au début de l'âge nucléaire pour bien montrer quel rapport il y a entre
cette capacité de destruction. Mais on ne peut pas tout réduire à la question nucléaire. Parce que sinon, on reste effectivement dans cette espèce de dilemme sur la non-violence, ou la force de frappe, ou la dissuasion civile, et on oublie tout le reste. Et quand je dis on oublie tout le reste, là encore on est dans le déni, parce que si 10% de l'humanité a pu bénéficier de la paix nucléaire, on doit quand même ajouter que cette paix, elle était possible parce qu'il y avait la guerre ailleurs, et il y a eu entre 30 et 35 millions d'individus qui ont été bousillés par des guerres de procuration. Donc on ne peut pas limiter la question du désarmement, le front du désarmement, en ne prenant que la question nucléaire. Là, on a au contraire, je crois, on a intérêt à réfléchir à toutes les différentes formes de guerre, toutes les différentes formes de destruction, et qui nous renvoient justement à un autre type de comptabilité, et qui nous permettrait justement de sortir aussi du mythe sur le désarmement nucléaire. Moi, je pense que là, il y a un travail à faire, et ce travail est d'autant plus faisable que la bombe n'est pas la seule arme anti-écologique. Ça a été peut-être perçu comme tel, pour de bonnes raisons, dans la mesure où la bombe, elle tuait avant, elle tuait pendant, éventuellement, et elle tuait en tout cas après. Ce qui est intéressant quand même. Il n'y a pas beaucoup d'armes qui sont capables de faire ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les appelle des armes de destruction de masse. Donc, un ex-premier ministre disait que c'était une arme de distraction massive. Il faut parfois rigoler un peu. Mais voilà pourquoi je pense que et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que sur cette partie la plus importante du lien entre la destruction et la destruction environnementale, on dispose d'un outil, d'une convention internationale qui interdit justement de modifier l'environnement à des fins de guerre. C'est quelque chose de peu connu, dommage, surtout en France, puisque la France n'a pas adhéré à cette convention, qui s'appelle la convention ENMOD. Toutes les puissances nucléaires, je crois, hormis la France et Israël, il y a même la Corée du Nord, c'est pour vous dire, ont adhéré à cette convention. Une convention qui est née tout simplement à la suite d'une opération militaire qui était l'opération Popeye, qui a été menée dans les années 60 pour inonder la piste Ho Chi Minh, en utilisant des méthodes qui sont aujourd'hui considérées comme de la géo-ingénierie banale, qui est l'ensemencement des nuages avec de l'iodure d'argent. Ça a été considéré à l'époque comme un scandale. L'Assemblée générale s'est réunie et il y a eu finalement cet accord qui interdit, bon, les traités sont là pour être violés aussi, hein, mais enfin ce traité existe et il permet justement de poser des vraies questions sur cette capacité-là. La preuve, c'est qu'il existe aussi, depuis 2001, une journée mondiale d'interdiction d'utiliser l'environnement à des fins de guerre. C'est moins connu que le 8 mars, c'est moins connu que le 1er mai, c'est le 6 novembre. Mais en tout cas, là, on voit que ces informations circulent mal. Et ce qui serait intéressant à revoir, et j'en parle un peu dans le bouquin, c'est jusqu'à quel point ce sont les écologistes aux États-Unis qui vraiment ont mené tout un débat sur le pourquoi et le comment de cette convention. Est-ce qu'elle était vraiment appropriée, jusqu'à quel point elle était valable, pourquoi est-ce qu'on disait que c'était normal de pouvoir faire des recherches, mais non pas d'appliquer ce genre de méthodes barbares.
est-ce qu'on pouvait peut-être un jour limiter la casse? Enfin, bref, ça a été une partie du débat. Et c'est dommage qu'en France, ça n'a pas eu d'écho, aucun écho. Donc, voilà quoi. Ouais, sur trois trucs. Effectivement, sur l'échec ou la non prise en charge de ces questions-là dans le champ de la politique française. Bon, alors, il y a effectivement les questions que tu as soulevées par rapport aux Verts qui sont sans doute réelles. Et bon, le rapport au Parti socialiste est un des éléments du problème. Bon, après, il y a la question de, effectivement, la compréhension des rapports de force internationaux, de la logique militaire dans ces rapports de force-là, la question de l'internationalisme, etc. Des références qui, au fil des ans, quand même, se sont effilochées, qu'on peut retrouver chez des anciens, enfin, chez toujours militants des Verts, mais qui ont souvent un passé d'extrême gauche. Mais la culture politique des Verts n'a pas porté à nourrir ce truc-là. Et je pense que ça a joué aussi dans ce truc. Le fait de mettre un peu de côté ces dimensions-là. Par rapport à l'autre problème sur Mélenchon et ce que tu qualifiais de keynésianisme vert, il y a effectivement cette dimension-là qu'on va plutôt retrouver, on va dire, dans la gauche de gouvernement. Et puis, alors effectivement, c'est un secteur économique extrêmement important. Mais bon, il y a tout simplement la question du nationalisme qui est liée au militarisme et vice-versa. Et bon, un des problèmes avec effectivement certains personnels politiques, c'est ce rapport à la nation qui est extrêmement ancré et qui a des incidences sur effectivement la façon de considérer et l'armée et les affaires que l'État français peut faire sur son industrie militaire. Et ça, bon, ça fait partie des problèmes. Mais le troisième élément qui est peut-être plus, on va dire, plus discret et sans doute moins condamnable, c'est qu'en gros, à gauche radicale, il y a un intérêt relativement modeste, pour ne pas dire inexistant, vis-à-vis des stratégies militaires, vis-à-vis des doctrines militaires, de leur évolution, etc. La façon dont, effectivement, il y a des penseurs qui pensent l'armée. C'est pas juste c'est pas les militaires qu'on voit dans les BD de Cabu, hein, c'est des intellectuels organiques du complexe militaro-industriel qui pensent des stratégies, etc. et qui, effectivement, ont intégré la question environnementale. Et je crois que dans la gauche radicale, il n'y a pas beaucoup de... Moi le premier, hein, c'est pas du tout pour jeter la pierre, pas beaucoup de personnes qui s'intéressent à ces questions-là qui sont effectivement déterminantes. Deuxième chose, moi, alors, je vais peut-être... te demander de préciser, parce que je crois qu'il y a effectivement, tu donnes des pistes, un peu de stratégie en tout cas sur quoi faire. Alors, sur la question que tu dis en gros, si j'ai bien compris, faudrait un peu travailler à ce que les militaires comprennent qu'ils ont intérêt à faire autrement. Alors moi, je différencierais effectivement le fait que ponctuellement, il peut y avoir des alliances avec une partie, peut-être, moi j'ai des grands doutes là-dessus, mais admettons, avec un certain personnel militaire ou ancien personnel militaire qui effectivement à un moment donné se rendent compte qu'il y a un problème dans ce qui se passe, pourquoi pas, mais ce n'est pas la même chose que de penser que les armées peuvent faire autrement. Voilà, parce que si effectivement la politique le discours des mouvements pour la paix ou pacifistes, c'est de dire c'est plus faites l'amour, pas la guerre, c'est faites la guerre autrement. C'est pas forcément non plus ça qu'on attend, même si effectivement la guerre pourrait coûter moins en destruction environnementale, elle poserait toujours une série de problèmes importants. Donc alors peut-être que j'ai mal compris ce que tu as dit, mais en tout cas il faudrait voir à préciser cette question-là. Voilà. Monsieur ? Oui, moi je voudrais poser une question qui prolongerait les réflexions de Vincent et sur lesquelles j'aimerais qu'on approfondisse un petit peu. Parce que tout à l'heure, Ben Cravert disait à propos de gens du ministère de la Défense qui disaient sur l'écologie, mais c'est pas à ça qu'on sert. Et la question, c'est à quoi il sert?
C'est-à-dire, pourquoi y a-t-il ces budgets de la défense, cette énorme infrastructure, ces dépenses gigantesques et polluantes et anti-écologiques, etc. Et est-ce qu'on peut penser la question du pacifisme sans penser plus généralement les questions géostratégiques, de l'impérialisme, etc. On a longtemps justifié l'existence du maintien de l'armée parce que demain, si les Boches nous attaquent, il faut bien qu'on puisse se défendre. Mais en gros, ça fait longtemps que les guerres, c'est plus ça. C'est-à-dire que les pays guerriers vont la faire ailleurs. Et à ce moment-là, je pense qu'il est difficile de ne pas se poser la question, est-ce que ça sert à quelque chose, par exemple, d'aller faire la guerre au Mali, en Libye, etc. C'est peut-être plus compliqué, mais il faut aussi poser la question pour la Syrie. Et si ça sert à quelque chose, je ne suis pas tellement d'avis que ça sert à quelque chose, mais si ça sert à quelque chose, c'est à la lumière de ça qu'on peut poser la question des armements généralisés, etc. Parce qu'en effet, je ne pense pas que le gros de la question du désarmement, même si c'est peut-être la chose la plus dangereuse, c'est aujourd'hui le désarmement nucléaire, parce que le risque de guerre nucléaire est quand même moindre que ce qu'il a pu être en 1962, par exemple. Oui, moi j'ai un petit sentiment d'insatisfaction, si vous me permettez de partager avec vous, puisque c'est la civilisation du partage. Vous avez posé la question tous les deux d'entrée en disant on lie le problème écologique avec le problème militaire parce que les militaires sont responsables en grande partie des problèmes disons écologiques, premièrement. Deuxièmement, on le lie mais en même temps il n'est pas lié. Dans la réalité des mouvements réels qui se mobilisent sur l'écologie, quelle que soit la facette du mouvement en question, il n'y a pas de liaison. Pas de liaison. Aujourd'hui, on ne pose pas le problème, même pas le problème du désarmement d'ailleurs. Hein. Je suis d'accord pour dire que c'était un petit peu global, angélique et tout ce qu'on veut, mais même ce problème-là, il n'est pas posé. Il n'est pas posé. Bon, et le contre-pied ou le contrepoids de ça, c'est la caricature qu'on connaît. Bon, tu as cité Mélenchon, effectivement, Mélenchon c'est un bon client pour ça, parce que dès qu'il y a une connerie à dire sur l'environnement, le littoral, la grandeur de la France, etc., il est le premier. Et puis en même temps, quand on discute avec lui, ça m'est arrivé à moi, mais à d'autres aussi, il dit « vous êtes bien gentil, vous, mais vous ne parlez pas de tout ça ». Donc, qu'est-ce que vous avez à dire, vous, sur la question des armées? Moi, je cherche à gagner l'armée. Bon, je vais répondre, ce que je lui ai dit, c'est que tu peux toujours chercher, mais tu ne vas pas gagner l'armée. Mais c'est pas comme ça, en tout cas, que tu vas le faire. Mais il y a une préoccupation. Alors bon, je suis un peu troublé par ça, parce que je trouve qu'on ne répond pas à cette question. On ne répond pas. Et je crois quand même qu'il y a une réponse un peu plus globale. C'est comme sur les questions de société ou les questions sociales, comme on dit. Si l'armée ou la question militaire doit être au centre, comme vous l'avez dit justement, des questions écologiques, c'est parce que finalement, s'il y a ce problème écologique monstrueux, cette menace de destruction de l'humanité qui existe, c'est parce qu'il y a un système qui, dans sa logique de fonctionnement, conduit à ça, et dans la logique de fonctionnement de ce système, il y a ce qu'on appelait pour les États-Unis, mais aussi ailleurs, et qui existe toujours. Et l'expression maintenant, elle est presque taboue, on n'en parle plus. Il y a ce complexe militaro-industriel. C'est-à-dire qu'il y a une étroite liaison entre le grand capital, pour reprendre le vocabulaire archéo, mais qui n'est pas si archéo que ça. Il y a une liaison organique entre le grand capital, l'appropriation des ressources et la défense de ce mode d'appropriation dans le système actuel. Bon, ça paraît banal et général de le dire comme ça, mais c'est comme ça que fonctionnent les conflits. C'est comme ça que fonctionnent les guerres aujourd'hui. Et c'est pour ça que je crois que la meilleure façon de convaincre les militaires, pour dire les choses rapidement, c'est de les convaincre du fait que les conflits sont menés au nom de ça. Ils sont menés au nom de ça et pour ces raisons-là.
même si la guerre en Irak, elle n'a pas été faite simplement pour le pétrole, mais pour des raisons géostratégiques, le pétrole était important, et les raisons géostratégiques, c'était la défense de l'appropriation de ressources et la défense d'un poids politique global, etc. etc. Bon, voilà. Donc, je ne voudrais pas prolonger la séance inutilement, mais si vous posez la question pertinente comme vous l'avez posée, il faut peut-être essayer quand même d'avoir un élément de réponse par rapport à ça, et pas simplement de dire il faut travailler là-dessus. D'autres questions? Moi j'ai une question, mais ce n'est pas un rapport direct, mais c'est par rapport à justement le complexe militaro-industriel de la géo-ingénierie. Parce que j'ai entendu, j'aimerais juste que tu me dises, est-ce qu'il y a des recherches qui sont faites d'intervention sur le climat, par des militaires aussi, puisqu'ils sont habitués du temps justement de l'ensemencement des nuages et tout ça. Et aux États-Unis, paraît-il, et c'est ça que j'aimerais que tu me dises, il y a notamment l'intervention consistant vers lequel ils travaillent ensemble, c'est aussi des intérêts économiques, mais aussi qui consiste à envoyer du soufre dans l'atmosphère, puisqu'on avait vu au moment de l'éruption du Pinatubo que la planète avait descendu de 2 degrés. Donc il n'y a qu'à faire des éruptions, des fausses éruptions tout le temps, voilà. Et comme ça va descendre de 2 degrés, comme ça on n'a rien à changer. Et d'après ce que j'ai compris, en dehors de groupes industriels qui évidemment, bon, il y a pas mal de militaires impliqués dans ces recherches qui là seraient, là c'est pas le nucléaire, mais probablement la catastrophe immédiate, puisque là c'est faire en grand ce qui n'a jamais été fait en laboratoire, c'est-à-dire directement foutre la planète en l'air bien plus rapidement que... Donc voilà, ça c'est juste une question, est-ce qu'il y a des... voilà, est-ce que les militaires sont dangereux aussi dans ce domaine-là? Ils sont dangereux partout, mais bon. Oui. Peut-être prendre les dernières mots. Non, c'est pas une question, c'est est-ce que c'est volontaire qu'il y ait un... Parce que quand on entend une bonne question, des questions, sur la numérisation de la guerre, qui est le point d'aujourd'hui. Et là, vous avez le lien vrai entre les militaires, l'environnement et les écologistes, à travers la numérisation et la satellisation du monde. Puisque tous les problèmes de défense de l'environnement, qui sont très à la mode maintenant, sont maintenant pris en charge par les satellites. Il y a 10 ans, il y a un tas de choses qu'on ne pouvait pas faire et qu'on fait maintenant, puisque la Terre est surveillée. Et là, je remarque simplement que mes anciens petits camarades sur les Verts étaient des fous d'ordinateurs et des fous d'informatique. Donc là, il y a vraiment... moi, je n'ai pas de réponse là-dessus. C'est une question que je pose. Et je ne sais pas si Ben y a répondu, mais ce sera l'objet d'un prochain livre. Mais ça me semble être le truc le plus d'actualité par rapport à la recherche, faire la guerre pour chercher des ressources. C'est un truc. Une dernière question, et puis après, deux dernières interventions, après on clôt. Hein, et on laisse la réponse à Ben. Le rôle de l'armée. Vas-y. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est même pas simplement le fait qu'il y ait une indifférence, en gros, mais c'est que les populations ont plutôt l'impression que l'armée est un recours contre toutes les catastrophes climatiques. Contre le chauffage. Et donc, pas contre le chauffage, mais quand il y a une catastrophe climatique avec ses conséquences quelque part, l'armée est envoyée immédiatement au premier rang pour prendre en charge les populations et organiser la survie des populations, les premiers secours. Quand il y a eu cette catastrophe de la Nouvelle-Orléans, c'est l'armée américaine, enfin une partie des... C'est pas l'armée, non, justement, l'armée n'était pas là. Ils ont envoyé Blackwater, ce qui a posé vraiment beaucoup de problèmes. En gros, ça paraît plutôt aux des populations aujourd'hui comme un recours. Bon. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, sur l'affaire de la géo-ingénierie, c'est vrai, je pense qu'on a deux ennemis d'une certaine manière. On a les climato-sceptiques et les partisans de la géo-ingénierie. C'est les deux ennemis, à mon avis, dans la bataille qui se mène autour du réchauffement climatique. C'est les deux grands ennemis qu'on a, indépendamment du capitalisme, etc. Mais dans la géo-ingénierie, c'est vrai que l'exemple que tu donnais, qu'il faudrait reprendre et qui est intéressant, c'est l'exemple de l'éruption du Tambora, qui a lieu donc en 1815 et qui provoque en 1816 jusqu'en 1820 une catastrophe planétaire dont on ne connaît que maintenant. À l'époque, on n'a pas compris ce qui se passait. Ce que tu as appelé 1816, l'année sans été. L'été sans soleil. Oui, sans été, ça dépend des versions. C'est-à-dire qu'en gros, ce nuage, c'est une explosion, c'était une éruption volcanique comme il n'y avait pas eu depuis 20 000 ans, je crois, dans l'histoire de la Terre. Et elle a provoqué un nuage extraordinaire qui avait la taille des États-Unis au-dessus de l'Indonésie, qui ensuite, pendant 4 ans, a provoqué des catastrophes. Justement, elle a refroidi
la planète de 2 ou 3 degrés, mais quand on voit la liste des catastrophes qui ont été en chaîne invoquées, c'est absolument ahurissant. Ça a été le refroidissement dans le golfe du Bengale a provoqué une épidémie de choléra qui est remontée jusqu'à Moscou, qui a ravagé Moscou une première fois en 1817 ou 1818, puis est revenu une deuxième fois en 1820. Ça a provoqué une famine, la première grande famine en Irlande, à cause des problèmes de culture. Ça a provoqué une destruction des récoltes aux États-Unis, ce qui va être à l'origine avec des décalages des prix entre l'Europe et les États-Unis, de la grande crise de 1819 aux États-Unis, qui est la première grande crise économique aux États-Unis. Ça a provoqué des famines gigantesques en Chine, entre autres dans le Yunnan, avec le fait que les populations du Yunnan ont été décimées, et c'est là que du coup va commencer la culture de l'opium. La culture de l'opium naît comme contre-coup de la grande famine provoquée par l'éruption du Tambora. En gros, on estime aujourd'hui qu'il y a eu 10 millions de morts provoquées par l'éruption du Tambora dans la suite, 1816, 1817, 1818. On le sait maintenant. Et de cette manière, c'est intéressant comme expérience d'ingénierie. C'est-à-dire que quand on commence à toucher à ce genre de mécanisme, on ne sait pas qu'on va déclencher le choléra à partir du golfe du Bengale et qui va s'étendre à la fois jusqu'au sud de l'Afrique et qui va remonter jusqu'à Moscou. Ce ne sera peut-être pas le choléra aujourd'hui, ça sera peut-être d'autres maladies, etc. On ne sait pas qu'on provoque, tout ce qu'on provoque comme dérèglements en chaîne qui sont absolument ahurissants. Et là, je trouve que dans le Tambora est intéressant pour ça, parce que c'était un exemple quelque part d'une ingénierie pour refroidir la planète non voulue, en l'occurrence, mais on voit ce que ça provoque. Oui, juste, c'était par rapport à la question qui est posée, effectivement, que je trouve extrêmement importante. Pourquoi est-ce qu'on a aussi peu de réflexion là-dessus? Je crois, alors, moi j'ai une explication, mais elle vaut ce qu'elle vaut. Hein. Je crois qu'en fait, on est passé d'un anti-militarisme un peu, qui était un peu naturel des années 70, où il y avait la conscription. Mais c'est-à-dire qu'en fait, les organisations d'extrême gauche, alors pour les plus, je ne vais pas dire les plus vieux, c'est un peu grossier, mais enfin disons les plus anciens, voilà. Bon, c'était les revendications au sein de l'armée, revendications démocratiques, etc. Et paradoxalement, la fin du service militaire fait qu'on s'est totalement désintéressé de ça, parce qu'on n'était plus du tout touché par l'armée, parce que l'armée ne nous concerne plus en fait directement. Avant ça concernait parce qu'il y avait le frère, le fils, machin, etc., ou soi-même qui allait partir au service militaire, ça faisait bien chier et tout, bien. Et donc du coup il y avait un minimum de réflexion là-dessus. Et à partir du moment où on n'a plus eu ça, il n'y a plus rien. Ça c'est à mon avis la première raison. La deuxième, je pense qu'elle est beaucoup plus importante, c'est que la réflexion qu'il y avait dans l'extrême gauche à l'époque, c'était, autour des questions du service militaire et autres, c'était comment on travaille dans l'armée pour que le jour où il y a un moment révolutionnaire, on casse l'armée en deux. Alors, il faut bien reconnaître que comme le moment révolutionnaire, c'est tellement éloigné qu'on ne pense absolument plus que, pourtant on devrait le voir quand même, quand on voit qu'il y a des mouvements révolutionnaires quelque part, que quand il y a un mouvement révolutionnaire, en général, il y a un mouvement contre-révolutionnaire. Et que dans ces cas-là, ce serait peut-être bien, effectivement, de se remettre à penser autour de ces questions-là, et voilà, et de ne pas forcément laisser la chose armée aux militaires. C'est tout ce que je voulais dire. Bien. Je vais laisser répondre une dernière fois Ben et Vincent. Et après, il y aura quelques petites informations concernant la société Louise Michel. Ouais, mais il y avait quand même une dernière intervention. Il y a encore une intervention? D'accord. Très brièvement, c'est juste un exemple historique que j'ai entendu parler récemment, qui est intéressant, c'est un exemple d'articulation entre guerre et climat. Il y a un chercheur qui parlait de l'effet, de la datation, du fait qu'on peut dater en fait, c'est la conquête de l'Amérique et le génocide des Indiens. Il semblerait qu'on puisse faire un lien dans l'histoire avec le climat, c'est-à-dire que ça correspond à un pic climatique, un pic au niveau des températures, qui est lié notamment au fait que du coup, il y a plein de morts et plein, du coup, moins de pression sur les ressources, si on veut. Et ça me semblait, parce que c'est un des aspects, je trouvais que c'est un aspect, ça peut être intéressant. Non, mais très rapidement, juste des trucs très personnels. C'est vrai que moi, un des premiers tracts que j'ai distribué
quand j'ai commencé à militer, c'était effectivement contre la fin de la conscription. Bon, à l'époque, j'avais déjà un peu de mal à le distribuer, mais en tout cas, c'est vrai que ça n'intéressait à peu près personne et les gens étaient plutôt surpris qu'on puisse être contre la conscription. Mais du coup, effectivement, contre la fin de la conscription, ouais. Voilà. Mais ça, effectivement, ça c'est un truc que je vois bien qui a sans doute des effets sur les réflexions de l'extrême gauche. Après, par rapport à ce qui a été dit, moi, j'ai pas d'avis très réfléchi sur la question, qu'on se pose la question effectivement. Mais par rapport à intervenir auprès des experts militaires pour leur dire qu'en gros, il y a d'autres stratégies et d'autres façons de faire que ce qu'ils font, et penser effectivement dans des corps d'armée qu'il peut y avoir des basculements, c'est pas exactement, ça se joue pas exactement, enfin c'est pas la même chose quoi. Et puis la question de comment intervenir auprès enfin oui d'accord, la guerre elle est faite au profit des intérêts du complexe militaro-industriel. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit là-dessus sur l'alliance militaire, enfin ce complexe-là du capital. Bon. Il y a d'autres données aussi, par ailleurs, qui sont liées géopolitiques, etc. Bon, est-ce que pour les stratèges de l'armée, c'est vraiment un problème? Est-ce que l'idée de les convaincre autour de ça, c'est forcément une porte d'entrée? Enfin, je ne pense pas à une armée qui est attachée à une espèce de service public de la sécurité qui serait choquée par ce truc-là. Sinon, à penser qu'effectivement, la question de la privatisation des conflits et la privatisation des armées est aussi un enjeu. Moi, je pense qu'il en est un, mais est-ce qu'on doit l'aborder aujourd'hui en termes de voilà, défense d'une armée, d'une vraie armée nationale et pas de milices privées qui font le boulot à la place de l'armée nationale? Bon. Je ne sais pas si c'est vraiment... Enfin, c'est des questions qui sont bon, auxquelles j'ai pas beaucoup réfléchi, mais qui me semblent assez difficiles, sur lesquelles il me semble assez difficile d'intervenir. Et surtout si effectivement on met de côté ce qu'a dit Laurent sur pourquoi la guerre. Voilà. Et ça reste quand même un élément essentiel aujourd'hui. Ouais, vous m'avez donné des idées quand même. Même pour une ONG, j'imagine très très bien, dans quelques années, une ONG, style ce qu'était Greenpeace dans les années 70, et qui mènerait des opérations pour couper les câbles, les 420 et quelques câbles sous-marins qui servent à faire marcher tout Internet dans le monde. Je pense que c'est le genre de truc... parce que ça passe pas du tout par les satellites d'ailleurs, Alain, ça passe par les câbles sous-marins. Mais bon, on peut aussi imaginer qu'il y ait de plus en plus d'activistes ou d'ONG qui se battent contre la géo-ingénierie. Je pense que ça, c'est même étonnant qu'il y en a si peu. Il y en a une au Canada qui fait un super boulot, mais vraiment, c'est pas encore quelque chose qui est là. Et effectivement, ça fera partie d'un nouveau discours peut-être antimilitariste intelligent, parce qu'on voit bien que leur façon de travailler, c'est aussi l'apologie de la technologie qui ne se veut pas forcément militaire. C'est là que c'est intéressant, c'est qu'on est vraiment dans ce côté dual, qu'ils aiment beaucoup d'ailleurs, qu'ils font d'ailleurs aussi pour les entreprises d'armement, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de se battre contre. Là, il y a des dispositifs nouveaux qui se mettent en place, on pourrait en reparler. Comment les militaires eux-mêmes arrivent au fond à se barricader par une facette civile. De même que demain, la question de la robotisation va aussi entraîner une nouvelle réflexion sur la façon de se battre contre les militaires, puisque là, ce ne sont même plus les militaires eux-mêmes qu'on pourrait harceler, puisque eux-mêmes prétendront qu'au fond, il y a d'autres éléments qui les dépassent, qui se chargeront de la destruction. Ça va effectivement être plus compliqué pour nous, de même qu'une partie des bases militaires vont disparaître, non seulement parce que certaines vont couler, mais parce que aussi l'Amérique a compris que ce n'était pas la peine d'avoir certaines bases militaires, et s'ils pouvaient avoir des bases temporaires,
il s'éviterait des campagnes comme celles qui ont été au Larzac. Alors justement, sur l'affaire du lien, moi je trouve qu'il y a le lien. Je suis même étonné, en parlant du Larzac, c'était vachement intéressant, parce que c'était à la fois anti-militaire, mais c'était aussi écolo. C'était à la fois la préservation des terres, la préservation aussi d'une catégorie de la population qui méritait d'être protégée, et c'était aussi un combat contre les militaires. C'était toute la question de l'accaparement des terres, bien que ce mot n'existait pas à l'époque, et qu'on peut retrouver ailleurs. Le combat pour l'Antarctique, ça a été une victoire incroyable. C'est une victoire à la fois des écolos et des pacifistes. En fait, les gens qui étaient à l'origine de ça, ce sont des scientifiques. C'était l'année géophysique 1957-1958. La plupart d'entre vous n'étaient pas nés. Mais c'est quand même un truc énorme qui s'est passé là. Puisqu'on a réussi quand même qu'un continent entier soit débarrassé et de déchets nucléaires, et de toute militarisation, et de toute recherche scientifique à caractère militaire. Et on a été plus loin par la suite, à partir de 88, grâce d'ailleurs à la culpabilité des Français qui avaient fait ce qu'ils avaient fait à Mururoa et Fangatofa, pour préserver ce territoire également des différents prédateurs économiques et autres. Certes, un petit bémol, ça risque de s'arrêter en 2048. Mais enfin, je pense qu'on peut prendre des tas d'exemples comme ça, où il y a le lien, et le lien peut se faire dans cette collaboration avec à la fois des scientifiques, avec à la fois des écolos, avec des gens qui ont une autre vision de la sécurité que celle qui nous est imposée. Et donc ça, c'est le dernier point, c'est la question effectivement de à quoi sert l'armée. Et on est quand même dans un pays, je pense qu'on est un des rares pays du monde, avec peut-être le Pakistan, pour qui le nucléaire militaire fait partie de l'identité nationale. Et c'est quand même pas rien. Et donc, oui, même imaginer ce pays-là sans cette force militaire, c'est comme, c'est complètement une hérésie. De même que pour le Japon, alors là encore c'est un bémol, pour le Japon c'est très difficile de s'imaginer sans énergie nucléaire. Et d'ailleurs les dirigeants le disent, et qu'est-ce qu'ils donnent comme argument? L'argument est vachement intéressant, de la part des Japonais, je le cite dans le bouquin, c'est qu'effectivement pour eux, abandonner l'énergie nucléaire, ça veut dire face au monde, ne plus avoir la possibilité d'avoir la bombe. Et donc d'être complètement décrédibilisé sur la scène internationale. Donc tout ça fait que on a encore beaucoup de choses à se dire, et peut-être je dois trouver encore d'autres arguments pour vous convaincre. Mais voilà.